Il a mesuré la distance entre deux étoiles situées autour du phénomène. Et nous pouvons nous servir aujourd'hui de ces mesures pour retrouver l'endroit exact où l'explosion s'est produite. Quand les enquêteurs contemporains ont examiné de plus près le rémanent de la supernova de Kepler de 1604, ils ont trouvé quelque chose de très étrange. Une analyse précise de la composition chimique des gaz éjectés et en expansion a indiqué qu'il y avait eu deux étoiles qui s'étaient en quelque sorte liguées pour produire une gigantesque explosion. Comment ce compagnonnage a-t-il provoqué une catastrophe stellaire ? Beaucoup d'étoiles sont dans un système binaire. Elles ont un partenaire qui tourne autour d'elles et nous pensons que l'une des deux transfère une partie de sa masse sur l'autre. Les spécialistes ont découvert depuis que le compagnon de ce scénario binaire donnait lieu à ce qu'on appelle une supernova de type 1A. On pense que les supernovas de type 1A sont des explosions de naines blanches. C'est ainsi qu'une étoile comme le Soleil produira une pépite très dense de la taille de la Terre. Quand une étoile comme le Soleil meurt, elle expulse ses couches extérieures, pour ne laisser derrière elle qu'un petit cœur dense de matière dégénérée, qu'on appelle une naine blanche. Les cendres du Soleil vont devenir une naine blanche de carbone et d'oxygène formée de ces débris. Elle va durer éternellement, tout en refroidissant. Mais quand une étoile a un compagnon, tel le complice d'un crime, cela peut mener à la catastrophe. L'étoile transfère sa masse sur cette naine blanche, jusqu'au point où elle devient instable et qu'une fusion se produit en son centre. Ensuite, très rapidement, l'étoile naine blanche, qui est assez morne, va exploser en une supernova extrêmement violente et brillante. Mais pourquoi et comment certaines naines blanches engendrent-elles de telles déflagrations ? C'est un jeune astrophysicien très brillant, Subrahmanyam Chandrasekhar, le Sherlock Holmes de l'astrophysique, qui en a eu la perception alors qu'il se trouvait sur un bateau qui le conduisait d'Inde en Angleterre. Au cours de ce long voyage, il s'est servi des domaines nouveaux de la physique quantique et de la théorie de la relativité pour proposer l'idée qu'une naine blanche ne pouvait atteindre qu'une masse maximum limitée. Elle ne peut pas excéder une certaine masse, qui équivaut à 40% de plus que notre Soleil, soit 1,44 fois la masse solaire. C'est ce qu'on connaît sous le nom de limite de Chandrasekhar. Au-delà de celle-ci, il se déclenche une chaîne de réactions nucléaires incontrôlées. Mais pendant des décennies, les enquêteurs scientifiques se sont demandé comment fonctionnait cette chaîne d'explosion et à quoi elle ressemblait. Les modèles informatiques n'ont jamais pu recréer ce qui semblait arriver dans la nature. Mais en 2006, des astrophysiciens du prestigieux Flash Center de l'Université de Chicago ont littéralement craqué le code. Cette équipe a été la première à créer un super programme informatique capable de traiter d'immenses quantités de données. C'était nécessaire pour simuler la complexité des dynamiques à l'œuvre dans l'explosion d'une étoile. Nous appelons cela le calcul haute performance. Certains des ordinateurs que nous utilisons comprennent 128 000 processeurs. C'est exactement comme si 128 000 ordinateurs étaient reliés pour travailler ensemble. Même avec toute cette puissance, les ordinateurs ont dû travailler presque 60 000 heures. Les astrophysiciens ont décidé de ne pas commencer la simulation de l'explosion au centre même de l'étoile. Si nous avons décidé de commencer plutôt un peu à côté du centre, c'est parce qu'il est très peu probable que la flamme brûle exactement au centre, ou quasiment. Il n'y a pas assez de volume à cet endroit, c'est impossible. D'après cette extraordinaire simulation, il suffit d'une seconde pour qu'une bulle de feu se forme à l'intérieur de l'étoile. On voit apparaître, en plein centre de l'étoile, une bulle qui grandit rapidement, qui se développe, tandis que surgissent les flammes qui brisent la surface de l'étoile. Initialement, la bulle en fusion mesure environ 15 km de large, et elle atteint 1800 km à la surface de l'étoile.
Elle se propage à la surface de l'étoile à la vitesse de 450 km par seconde. Puis elle arrive au point opposé et produit deux jets très violents. L'un des jets jaillit vers l'extérieur à une vitesse d'environ 60 000 km par seconde. Un autre jet frappe en direction de l'étoile et met le feu à une onde de déflagration que vous venez de voir et qui traverse l'étoile à toute vitesse. Des températures torrides, dépeintes en utilisant une échelle de couleur standard, atteignent la température inimaginable de 1 648 millions de degrés Celsius. On peut voir le moment où se produit la déflagration et où elle traverse l'étoile en moins d'une demi-seconde. Cette phase d'incendie prend moins de 3 secondes. Les analyses révèlent que les supernovas de type 1A sont tout étonnamment similaires par leur taille et leur éclat. Cette explosion équivaut à la déflagration complète d'une masse comme celle du Soleil. Cette simulation par ordinateur, révolutionnaire, montre pour la première fois comment se produit une explosion dans une supernova de type 1A. Mais cela semble être radicalement différent pour une supernova de type 2. En examinant des débris stellaires, un spécialiste a estimé qu'une supernova de type 2 n'était pas liée à une explosion de naines blanches, mais bien plutôt à celle d'une étoile massive en train de mourir, une étoile dont la masse serait 10 fois celle du Soleil. Mais comment fonctionnent ces méga-explosions ? La réponse à cette énigme cosmique est arrivée au milieu du XXe siècle, quand des chasseurs de supernovas ont pour la première fois de l'histoire scruté systématiquement les étendues intergalactiques à la recherche de gigantesques étoiles en train d'exploser. Comme des enquêteurs à l'affût, ils scannent sans arrêt le ciel nocturne, traquant les phénomènes lumineux intenses, révélateurs de la présence de supernovas. Pour assurer cette surveillance, ils utilisent un éventail impressionnant de télescopes de haute technologie, dispersés à travers le globe. Nous avons découvert des supernovas avec des télescopes terrestres. Ceux-ci observent le ciel en permanence à la recherche de nouvelles explosions. La chasse aux supernovas a commencé dans les années 1930. L'astrophysicien franc-tireur Fritz Zwicky a lancé les opérations. Il a été le premier à pratiquer une recherche méthodique, à créer un catalogue et à dénombrer les nouvelles étoiles ainsi que celles qui explosaient. C'est un véritable pionnier de la recherche d'étoiles en train d'exploser. Il a ensuite voulu comprendre ce qu'elles étaient du point de vue de la physique. Des astrophysiciens novateurs ont émis l'idée que ces événements spectaculaires étaient des explosions d'étoiles entières. Zwicky a émis l'idée qu'un certain type d'étoile massive pouvait commencer et exploser au moment où son cœur s'effondrait, puis qu'elle reprenait des forces et générait alors une explosion colossale. Il a dit qu'au cours de l'effondrement, un rémanent compact devrait se former et donner une étoile à neutrons. La matière ordinaire est constituée avant tout de protons, de neutrons et d'électrons. Dans cet effondrement du noyau ferreux, les protons et les électrons qui forment les atomes de fer se combinent pour donner naissance à des neutrons. Une étoile à neutrons est un objet incroyablement dense. Si on prenait un gratte-ciel comme l'Empire State Building de New York et qu'on le compresse jusqu'à la densité d'une étoile à neutrons, il aurait la taille d'une bille. Ils ont une très haute densité. Une cuillère à thé de matériaux d'une étoile à neutrons pèserait plus d'1 milliard de tonnes sur Terre. Aujourd'hui, les spécialistes pensent que seules les énormes étoiles mesurant au moins 10 fois la taille du Soleil ont le potentiel pour générer ce type d'explosion avec effondrement du cœur. L'étoile massive génère de l'énergie en opérant la fusion d'abord de l'hydrogène, puis de l'hélium. Elle fusionne l'hélium en carbone, puis en oxygène, et cela continue jusqu'à obtenir du fer. Le fer constitue le noyau le plus resserré sur lui-même qui puisse exister. Donc, quand une étoile a fabriqué du fer, c'est vraiment la fin. Le noyau ferreux se forme dans les derniers jours de la vie de l'étoile. Ensuite, l'étoile devient tellement massive qu'elle s'effondre sous son propre poids. Et cet effondrement gravitationnel est très rapide.
Cela prend moins d'une seconde pour que le cœur de l'étoile s'écrase et passe de la taille de la Terre à celle d'une étoile à neutrons qui mesure 15 à 20 km de large. Mais ce noyau ferreux dense ne s'installe pas paisiblement dans sa nouvelle vie d'étoile à neutrons. Au lieu d'atteindre tout de suite une position en équilibre, cette étoile à neutrons commence à rebondir sur elle-même, comme un gymnaste rebondit sur le trampoline et remonte à nouveau. Cette étoile à neutrons qui rebondit entre en collision avec le matériau qui l'entoure et lui transmet une partie de son énergie en provoquant une éjection. Pourtant, contrairement au gymnaste pour qui finalement la gravité l'emporte et le ramène sur Terre, pendant que le cœur s'effondre, une autre force continue à diriger l'éjection vers l'extérieur. Maintenant, quelle est cette force mystérieuse qui a provoqué cette déflagration dans l'espace ? Les spécialistes ont calculé que pour qu'une explosion réussisse, il fallait encore un élément. Et ils ont soupçonné les neutrinos, ces particules fantômes de charge nulle, dont on devine l'existence, mais qui n'ont jamais été observées. Les astrophysiciens pensent qu'au cours de l'effondrement du cœur, les électrons sont poussés si près des protons dans les noyaux des atomes qu'ils se combinent pour devenir des neutrons. Et dans ce processus, ils libèrent ces minuscules particules mystérieuses, les neutrinos. Les neutrinos sont un type de particules très intéressantes. Ils n'ont aucune charge électrique, donc ils n'interagissent pas avec la lumière. Ils n'entrent en action qu'avec ce que les physiciens appellent la force faible. Et le nom est bien choisi. Il signifie que ces particules peuvent traverser la Terre sans encombre. Ils peuvent traverser des blocs importants de matière. Ils sont comme des fantômes. Ils traversent les objets. Pendant des siècles, les astronomes ont étudié les rémanents de supernovas dans les galaxies lointaines, des événements passés depuis longtemps. Mais en 1987, ils se retrouvent aux premières loges d'une explosion même. C'était la supernova la plus brillante qu'on ait vue en près de 4 siècles, longtemps après le développement du télescope. Nous pouvons donc utiliser tout l'arsenal dont nous disposons pour étudier cette fantastique explosion. En 1987, a lieu non loin de notre galaxie, l'événement stellaire le plus fantastique depuis l'invention du télescope. Le premier à en être témoin est le jeune astronome chilien Oscar Duhalde. Cette chance pour lui et pour l'astronomie se produit dans la nuit du 23 février 1987. Oscar Duhalde, opérateur au télescope de Las Campanas, mit de l'eau à chauffer pour se faire un café. Et en attendant, sortit admirer le ciel. Une fois dehors, il regarda le grand nuage de Magellan qu'il connaissait très bien, et il remarqua une étoile supplémentaire. C'est ainsi qu'il a pu admirer l'explosion d'une supernova de ses propres yeux. Quand une étoile explose, les astrophysiciens, comme des enquêteurs sur un crime, savent que les premières heures sont critiques. En 1987, quand est apparue cette supernova, la plus proche depuis 4 siècles, ils savaient qu'ils devaient agir vite. Elle n'était qu'à 170 000 années-lumière, un simple jet de pierre pour un astronome. La supernova 1987A était dans ce qu'on appelle le grand nuage de Magellan, une galaxie naine qui tourne autour de notre Voie lactée et qui est beaucoup plus grande. Bien qu'elle soit la première supernova de l'année, cette étoile exceptionnelle en train d'exploser tout près de la Terre a simplement été nommée SN 1987A. Mais cette fois, sur toute la planète, des dizaines d'astronomes chevronnés étaient prêts à entrer en action. Avec leurs équipements et leurs télescopes sophistiqués, ils tournent leur attention et leurs appareils vers les cieux et examinent attentivement la supernova 1987A.
Sachant que l'explosion d'une étoile est à son maximum dans les premières heures et qu'elle émet beaucoup d'ondes de lumière ultraviolette, les détectives cosmiques se jettent dans l'action. Nous avons vu de la matière se déplacer extrêmement vite, 1/10 de la vitesse de la lumière. C'était l'étoile qui était en train d'exploser.